Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Cette semaine, au programme, deux équipes de l'Est qui nous semblent particulièrement intéressantes parce que pas mal de potentiel et aussi pas mal d'incertitudes sur leur fin de saison. On va parler principalement des Brooklyn Nets et du Miami Heat. Et pour me rejoindre, comme chaque semaine, avec moi, mes deux acolytes, Shai Mamou, Antoine Pimel. Comment ça va cette semaine, les gars? Super, nickel, tout va bien. Impeccable. Je vois que Antoine, vous le voyez peut-être pas certainement, si, a fortiori si vous écoutez le podcast en audio et même sur YouTube, là, vous voyez son magnifique sweat des Toronto Raptors. Ça pèse. Même pas particulièrement fan des Raptors, mais on représente quand même de Six, tu vois. T'es pas le petit cousin de. Je crois que tu étais le cousin de Fred VanVleet. Ouais, on a un lien de parenté éloigné. C'est ça, ok. Pas le même pourcentage au tir. Alors, avant, les Raptors, on en parlera certainement une prochaine fois. Là, les équipes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est Brooklyn et Miami. Brooklyn, comme vous le savez, qui va devoir encaisser la blessure de Kevin Durant. Kevin Durant dans la course toujours pour le titre de MVP. Le joueur sur lequel Brooklyn a pu s'appuyer sur tout ce début de saison, on ne peut plus compliqué et toujours surnager, puisque à l'heure actuelle, Brooklyn est toujours troisième de la conférence Est. Avant qu'on parle sur les échéances qui vont arriver à court terme et puis à moyen terme jusqu'à la fin de saison, quelle idée vous faites de Brooklyn? On est quasiment à la mi-saison là. Qu'est-ce que vous avez pu tirer l'un et l'autre comme enseignement de ce que vous avez vu cette année du côté des Nets? Je vais commencer par dire que c'est une évidence en fait. Je pense que tout le monde pense la même chose, mais ça c'est encore plus frappant que ce que je pensais. Mais c'est que Kevin Durant est complètement indispensable à l'équipe et que si on les voyait comme des favoris presque incontournables au titre, c'était parce qu'il est là en fait. Le reste d'équipe est pas mal. C'est bien Harden, Kyrie une fois sur deux, pourquoi pas. Mais moins bien que ce que je pensais en fait. Le banc est beaucoup plus court que ce qu'on pouvait espérer. Là, on voit que Millsap va peut-être être coupé, alors que quand il a signé, nous les premiers, on a dit si Millsap c'est un remplaçant, même qui joue 15 minutes, c'est un luxe. Ils ont une équipe de folie, ils vont gagner. Enfin, et au final, c'est short, quoi. C'est short et c'est surtout Kevin Durant qui tenait l'équipe en faisant une saison de calibre MVP. Et là, sa blessure pose des problèmes dont on parlera après. Après, je ne sais pas si Antoine pensait pareil, mais… Si, mon premier constat, c'est le même que toi. En fait, j'ai l'impression, ce qui ressort, moi, quand je vois Brooklyn sur cette première moitié de saison, j'ai l'impression que c'est une équipe qui se cherche encore, en fait. Alors que pourtant, c'est l'année numéro 2 du trio. Donc, en fait, théoriquement, on aurait pu penser qu'il y ait plus de bases que la saison dernière. Et moi, je les trouve paradoxalement plus brouillons, pas moins sûrs de leur force, mais tu sens qu'il manque encore une forme d'identité propre et solide, même si j'imagine que la situation avec le Covid, les changements de roster, les absents, les blessés contribuent à ça. Mais effectivement, je trouve qu'il manque un petit truc et je suis d'accord avec Shai, c'est vraiment plus short que ce qu'on pensait au niveau rotation. Ça manque un peu de profondeur. C'est une équipe qui, je pense, a vraiment intérêt à se renforcer en signant au moins un ou deux joueurs, soit via la deadline, soit après quand il y aura des joueurs coupés. Mais ils ont besoin de renfort là dans l'état. Et au final, un dernier constat, ils ont besoin de Kyrie Irving. Ouais, aussi, mais parce que quand tu regardes même le dernier match, ce qu'ils ont fait hier, au final, ils tournent avec trois remplaçants et des joueurs comme Blake Griffin, Millsap et compagnie, ils ne jouent pas du tout. Enfin, ils ne sont pas du tout utilisés dans la rotation. Donc là, même indépendamment des problèmes de Covid que tout le monde a rencontrés, à devoir faire signer des mecs de J-League pour 10 jours, etc., tu vois qu'ils ont dû… c'est très, très short. Et tu te retrouves avec des types comme Kessler Edwards, etc. mais après, c'est bien, il y a toujours des bonnes surprises, des mecs qui sortent un peu de nulle part et tu te dis, bonne pioche, ils l'ont bien scouté et machin. Mais au final, sur le banc, voilà, tu as Blake Griffin et Paul Millsap qui ne sont pas blessés, hein, ils sont juste… c'est malheureux à dire, mais washed, quoi, comme on dit. Ouais, ils sont rincés vraiment complètement. C'est-à-dire sur le terrain, ils apportent rien dans le basket comme il est joué là et comme les Nets veulent le jouer, en fait. Et James Johnson non plus. Ouais. Bruce Brown a l'air d'avoir perdu enfin, comment dire, il a perdu des minutes. Il a plus le rôle central qu'il occupe, enfin central. Il a plus le rôle important qu'il avait l'an dernier. Oui, et comme tu dis, on se retrouve avec des Deron Sharp
qui est bien, c'est pas mal mecs Deron qui sont Sharp, bons, mais c'est des bons mecs qui apportent, exactement. Mais tu te dis que c'est pas ça que tu attendais. Enfin, chez les Nets, tu te dis pas, ah, ma mince, il va falloir que Deron Sharp il sort son match à 15 points ou que la Marcus Aldridge d'un coup il fasse 25 points. Ouais, quand Aldridge vient amener ses 20 points ou que Patty Mills en met 20, ouais, d'un coup l'équipe ouais. est, et en fait est en mesure de gagner. Mais ces gars-là sont censés être du bonus, pas le facteur X absolu sur chaque soir, quoi, chaque match. C'est ça, du coup, ça fait tellement de si là-dedans. Il faut que le match soit joué à l'extérieur pour que Kyrie amène ce qu'il apporte. Il faut qu'Harden soit dans un bon jour, donc il faut que KD soit là, mais là, il n'est pas là. Il faut que Aldridge il foute 20 points, que machin. Enfin, c'est des trucs qui me paraissaient impensables en début de saison. Où tu voyais l'effectif, tu te dis, bah, KD va être le leader de la troupe. Derrière, c'est super, Harden, Kyrie vont apporter leur truc. Regarde le banc, Aldridge, Patty Mills, c'est génial, mais en fait, il y a tellement de conditions pour que l'équipe soit performante par rapport à ce qu'on pouvait penser que la Nash, c'est compliqué. C'est un vrai challenge pour Nash, alors que ça devait être. Quand il est arrivé, on s'est dit, c'est du gâteau, c'est cool comme première expérience. Tu tapes une équipe qui a déjà, où il y a un casting de folie, et puis finalement, cool. On savait avec Kyrie. Il fallait se taper Kevin Durant et Kyrie Irving dans la même équipe, c'était quand même potentiellement un casse-tête, quoi. Voilà, là, il s'est mangé le Covid, il s'est mangé Kyrie, il s'est mangé un trade d'Harden. Il n'avait pas signé. Enfin, quand Nash est arrivé, Harden n'était pas là non plus. Donc, il y a plein de trucs qui font que le job est plus compliqué que ce qu'on pouvait penser, quoi. En fait, moi, ce que je trouve incroyable avec cette équipe, ça va rejoindre ce que vous avez dit, c'est qu'on est à la mi-saison et j'ai l'impression de toujours pas savoir quelle est cette équipe et de toujours pas savoir quelle sera cette équipe. Parce qu'en fait, c'est une des équipes qui a eu le plus de changements de roster et de 5 majeurs depuis le début de la saison. Ce qui est d'ailleurs une preuve de l'impact incroyable de Kevin Durant, parce qu'en gros, il joue jamais 3 matchs de suite avec les mêmes joueurs ou pas toujours dans les mêmes rôles. Vous avez parlé de Griffin qui était là, qui est reparti, qui revient, la Marcus Aldridge, les résultats en dents de scie de James Harden, Kyrie Irving qui revient maintenant, c'est vraiment très compliqué de voir clair dans cette équipe, ou même Joe Harris qui a été blessé tout le début de saison, Nick Claxton, même chose, qui a de l'impact quand il est sur le terrain, mais qui a une tendance à se blesser assez facilement, qui est compliqué, des rookies qui apportent, notamment je pense à Cam Thomas offensivement, qui peut, plutôt bonne pioche, qui peuvent prendre feu effectivement. Et du coup, c'est vraiment très très dur à la fois de savoir ce que vaut cette équipe et ce qu'elle vaudra. Maintenant qu'effectivement Kevin Durant est blessé, alors on peut rester optimiste. D'après les premiers retours, ça devrait être pas si méchant que ça. Il devrait revenir, si je ne me trompe pas, d'ici un mois à peu près, un mois et demi. Il devrait être remis pour les playoffs s'il ne se reblesse pas derrière. Mais très, très compliqué de voir quelle est l'identité de cette équipe au but. Ce qui est fou, là, tu parlais de la blessure de Kevin Durant. Je ne sais pas si ça vous avait fait la même chose, mais en fait, ces derniers jours, il jouait tellement, ses minutes étaient tellement élevées. Forcément, en étant un peu pessimiste, on se dit, putain, c'est un mec qui s'est fait des graves blessures. Il va se passer une catastrophe s'il continue de jouer autant. Et en fait, il se blesse sur un truc qui n'est pas lié à la fatigue. C'est un coup de malchance où Brown lui rentre dans le genou. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un mal pour un bien qui se blesse un mois entre guillemets sur une blessure dont il va revenir. Il s'est pas fait les croisés ou le tendon d'Achille. Et en gros, il va pouvoir souffler pendant un mois et arriver à une période charnière en étant a priori un peu mieux. Je sais pas si les Nets vont réussir à faire le taf en attendant, mais j'ai presque l'impression que c'est un mal pour un bien. Alors le timing, en tout cas, je te rejoins, il est pas mauvais au bout du compte pour Brooklyn. D'une part, parce qu'il y a un certain nombre de victoires qui ont déjà été engrangées. D'autre part, parce qu'il y a Kyrie Irving qui revient. Et gros coup de chance. Et là, il n'y a vraiment que pour les Nets qu'on peut sortir ça. Exactement. C'est ça que j'ai regardé là sur les 23 prochains matchs de Brooklyn, 15 seront à l'extérieur. Donc, l'occasion de pouvoir faire jouer Kyrie Irving, il y a vraiment que pour Brooklyn, hein, que tu dis un truc comme ça, tu dis ça tombe bien, on va se taper un road trip et des matchs à l'extérieur, on va pouvoir être plus fort. Donc voilà, ça, le timing n'est pas si mauvais que ça au bout du compte pour Brooklyn, pour la blessure ce qui concerne la blessure de Kevin Durant. L'autre question qui se pose malgré tout,
de manière un peu plus large, ce dont tu parlais, Antoine, c'était, tu disais, ils vont avoir besoin d'aide. Et le problème, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de marge de manière, au bout du compte, pour Brooklyn, du côté de Brooklyn, ni pour un trade, alors éventuellement signer des gars qui seraient coupés d'autres équipes, mais Mais ça ça va être reste ça. assez aléatoire. Mais ça va être ça. Je pense que là, de toute façon, depuis quelques années, le marché des buyouts, c'est là où les meilleures équipes, celles qui sont vraiment dans le top 2, top 3, se renforcent comme ça, plus que via des trades, parce que par définition, c'est des équipes qui ont une masse salariale souvent bouchée. Je pense, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'après la deadline, s'ils n'ont pas transféré Millsap, ils vont le couper. Ils vont le couper. Ils vont juste remplacer son spot dans le roster. Ils ont des joueurs, on parlait des joueurs de J-League qui sont venus donner un coup de main. C'est des joueurs que tu peux couper facilement. Et voilà, et remplacer par du vétéran. C'est ce qui va se passer. Les vétérans des équipes faibles qui, eux, pareil, seront coupés s'ils n'ont pas été transférés. Ces gars-là, c'est sur ça que Brooklyn va devoir miser. Si on veut rester optimiste, on peut se dire qu'effectivement, ils ont de toute façon la base, Kevin Durant. La base, c'est Kevin Durant, c'est le socle. Et qu'à partir de là, parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, Brooklyn ne joue même pas comme une équipe qui est vraiment, comme on a dit, elle se cherche. C'est pas une équipe qui défend très bien. C'est pas une équipe qui est très régulière, du coup, parce qu'il manque un peu ce fond, cette base solide sur laquelle tu t'appuies. Donc, ils sont capables de gagner 3 matchs, puis d'en perdre 2, puis d'en regagner 3, etc. Mais au final, ils ont été premiers, ils sont descendus, et ils dominent pas leur sujet, mais ils ont Kevin Durant, donc ça leur permet de se maintenir. Si autour, ils arrivent à créer ne serait-ce qu'un truc un peu solide, un espèce de top 9 de rotation avec 9 hommes, 9 joueurs qui sont régulièrement présents sans blessure et qui apportent ce qu'il faut, tu te dis, c'est encore vachement jouable au final. Oui, d'autant que le retour, alors on peut peut-être parler un petit peu de Kyrie Irving, mais son retour est plutôt encourageant Ah sur bah, il est ses bon. performances individuelles. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, il est bon et ils sont bons quand il est sur le terrain. Il est bon, t'as pas l'impression qu'il a manqué, qu'il est absent. Il y a pas de, enfin, il n'y avait pas de rouille quoi, depuis qu'il est revenu. C'est toujours le même Kyrie Irving. C'est ça, Avec, puis son retour, il est à 22 points de moyenne, 5,4 passes. Et puis là, il reste sur un match à 30 points en 38 minutes dans la victoire face aux Wizards. Effectivement, moi, je ne m'attendais pas forcément à ce que son retour se passe de manière, enfin, que ça soit aussi simple au bout du compte, son retour au sein de l'équipe. Mais je sais quand même pas si ça suffira pour que le bilan reste, enfin, pour qu'il continue de jouer la première ou la deuxième place de l'Est, parce que une équipe articulée autour de Irving et Harden, c'est quand même moins. À la base, là, dans la construction, ils sont parfaits comme option numéro 2 et 2 bis, quoi. Enfin, c'est avec Durant autour. Harden, c'est plus le même Harden, je trouve. Même si l'année dernière, il s'était super bien adapté. Il avait changé un peu de rôle. Il faisait vachement bien tourner l'équipe. Là, je sais pas, je le trouve un peu. Je saurais pas dire. Je sais pas si c'est sa forme physique ou voilà, ou la façon dont l'équipe est organisée. Je le trouve moins tranchant. Je sais pas si une équipe avec Harden et Irving et presque rien autour suffit à. Bon, ça va que KD revient je ne sais dans pas s'ils ont Pas à presque jouer. rien autour, par contre. Mais Je pense pas que ça suffise pour pouvoir jouer le titre. Je pense que cette équipe, si c'est Kevin Durant et l'un ou l'autre de James Harden et de Kyrie, à mon sens, ça figure toujours parmi les prétendants. Par contre, si c'est Kyrie et Harden et le reste de l'équipe, moi, je vois pas comment on pourrait aller non, au mais bout. non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense qu'ils ne peuvent pas gagner le titre sans Kevin Durant. Par contre, sur de la saison régulière, ces deux gars-là, dans une équipe, c'est quand même mieux que, je sais pas, 12 équipes sur 15 dans la conférence Est, je pense. Même sans Kevin Durant. Après, là, au final, eux qui terminent deuxième ou quatrième, les Nets, je pense ils s'en fichent. On en avait parlé un peu la semaine dernière, je crois. On se disait même, ouais, est-ce que même ne pas avoir l'avantage du terrain, c'est un match de plus à l'extérieur. C'est Exactement, ouais. commencer, c'est commencer aussi, c'est quelque chose d'important. À Tu l'extérieur. commences ta série à l'extérieur et tu commences direct avec Kyrie Irving. Et si tu as tes 3 meilleurs joueurs et que tu commences direct par 2-0, si au final, tes 2 matchs d'après, tu n'as pas Kyrie Irving, tu dis oui, mais bon, au final, il suffit qu'on en prenne un, puis on va rejouer à l'extérieur enfin voilà. Donc, quelque part, eux qui terminent premier, deuxième, quatrième, cinquième, je pense qu'ils s'en fichent du moment qu'ils ont Kevin Durant au moment des playoffs. Après, James Harden, par contre, je te rejoins. Il y a un truc avec James Harden. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est de la méforme physique? Est-ce qu'il y a un problème autre? Est-ce que c'est.
l'approche d'une potentielle free agency, mais James Harden, c'est pas du tout le même que la saison dernière et ça leur pose des gros problèmes. Parce que James Harden, tout seul, la saison dernière, des fois, il portait l'équipe, sans Kyrie, sans Kevin Durant. Ouais, J'ai l'impression que tu fais bien le souligner, simplement, je le précise pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, mais s'ils le décidaient, cet été, James Harden et Kyrie Irving pourraient être free agent s'ils Ouais. décidaient de ne pas activer d'activer leur clause d'opt-out de leur contrat. Ouais, Ouais. mais pour Harden, donc il y a cette question-là dont on va sans doute parler, mais vraiment juste sur l'impression visuelle, au-delà de dire ah il a pris 10 kilos, machin, regardez sur telle photo, sous tel angle, on a l'impression qu'il a du bide, machin. Je parle même pas de ça, je parle juste de la. Parce que Harden, c'est un mec qui est ultra fluide techniquement, qui a quand même besoin de son physique pour réussir des choses. Et là, quand je le vois, je sais pas. En fait, ça me fait l'impression d'un mec. Qui aurait plus que bon, il a que 30, il a 32 ans Harden si je dis pas de bêtises, c'est pas non plus et il est censé pouvoir être encore dans son prime etc. Mais j'ai l'impression d'un mec qui a un peu de mal à être dans sa plénitude physique et dont il sait pas s'il va la récupérer quoi, c'est bizarre. C'est ses plus mauvais pourcentages depuis sa saison rookie, Mm. quand il était remplaçant au Thunder. Il n'a jamais été aussi maladroit, alors que c'est quand même un mec qui prend beaucoup de volume de tir. Et pourtant, en jouant avec Kevin Durant et Kyrie Irving maintenant, tu peux te dire que tu as quand même normalement quelques tirs ouverts, Mm. quelques opportunités. Et pourtant, voilà, il est à 41% au tir, c'est son plus mauvais Ouais, pourcentage. dans cette configuration-là, je m'attendrais, oui, je m'attendais, et peut-être que ça va arriver, hein, il y a du temps, mais à revoir le Harden qui mise sur le 3 points et les lancers francs, quoi. Où tu le vois aller 15 fois sur la ligne et prendre ses shoots, les shoots qu'il aime avec son step back. Là, pour l'instant, c'est plus. Alors, il fait pas mal, il fait encore beaucoup de passes décisives, donc il est dans un rôle de Ouais. créateur, mais sans KD, ça a ses limites, quoi. Après, il y a deux facteurs qui sont intéressants quand même. C'est d'une part que son nombre de lancers francs par match est quand même globalement en hausse au Oui, fur et à mesure que la saison progresse. oui, Et oui. l'autre chose par rapport à son état de forme, c'est que James Harden, c'est un joueur qui a été très peu blessé dans sa carrière, qui a joué énormément de minutes avec un taux de usage rate, comme disent les Américains, Oui, il a tout le temps la balle. monstrueux ces dernières années. Sa blessure, la blessure qui l'a ralenti cette année, on ne sait pas encore si elle est totalement terminée. Et je pense que pour un joueur comme ça, qui n'a pas été habitué à devoir faire de breaks, vraiment comme ça a été le cas, c'est peut-être pas si simple que ça de finalement se remettre en forme totalement, de retrouver toute l'étendue de ses moyens. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément étonné de le voir un petit peu galérer et avoir des résultats en dents de scie cette année. Je ne suis pas sûr que ça veuille forcément dire qu'à l'avenir, il ne sera pas capable de retrouver sa pleine forme. Mais voilà, c'est clairement c'est un joueur qui est dans son prime ou dont le prime est légèrement derrière lui. Il est à ce moment-là de sa carrière, clairement. Il a eu des bons passages autour de Noël, Ouais, avec notamment le match contre les Lakers. C'est vrai, comme tu dis, si quelque part il se remet d'aplomb et qu'il finit fort, par contre, c'est vrai que ça peut changer la donne en playoff. Tu arrives avec un Harden en pleine confiance, un Kevin Durant un peu reposé, comme disait Shai. Au final, que ce soit autour, bon, il vaut mieux qu'ils aient une belle équipe autour, mais il va falloir se les coltiner les trois, par contre. Là, maintenant, je vais faire l'autre côté du robinet, parce que c'est vrai que le truc avec James Harden, c'est que des bonnes perfs en playoff, c'est quand même toujours le moment où finalement la dernière astérix qui doit rester qui reste à côté de sa legacy, si on veut, jusqu'à présent, au-delà du fait qu'il n'ait pas gagné de titre, ça enfin, je vais pas dire que c'est accessoire, mais c'est pas là-dessus que je suis, c'est qu'effectivement, c'est pas en playoff qu'il a pu montrer son plus beau jour. C'est un joueur extraordinaire de saison régulière jusqu'à présent. Et en playoff, même s'il a eu aussi ses coups de chaud, je ne suis pas en train de dire que c'est un choker ou un joueur qui ne peut pas porter son équipe en playoff, mais pour l'instant, c'est toujours le moment où ça mais, a grincé, quoi. mais je pense que c'est lié à ce que tu disais plus haut. Alors, bon, c'est quelqu'un qui joue énormément de possessions, comme on dit. Enfin, surtout si on prend ses années Rockets pour les playoffs. Mm. Il jouait un nombre de possessions. Je ne sais pas si les gens se rendent compte d'ailleurs que juste remonter la balle et donner du tempo. Alors, il donnait pas forcément Donner du du tempo. tempo. Ouais, c'est ça. Je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé. Mais juste monter la balle, possession après possession. Voilà. Si vous êtes basketteur, vous l'avez déjà fait meneur sur 40 minutes, je peux vous dire, ça fatigue. Ça fatigue. Et même
pour l'avoir vécu, je comprends pourquoi il y a des possessions où en défense, tu dis, celle-là, je vais y aller plus tranquille parce que derrière, c'est moi qui monte la balle. Mais du coup, ça fatigue. Et si tu es dans l'optique d'un mec qui s'est jamais blessé, qui jouait des saisons longues, forcément, arrivé au deuxième tour des playoffs, parce que c'est souvent ce qui se passait, bah, le gars, il commence à flancher en fait. Parce qu'il n'a pas déjà la meilleure préparation physique du monde, James Harden, on va pas se mentir. C'est pas le physique le plus affûté de la ligue. Là, à Brooklyn, au moins, il y a peut-être possibilité, tu vois, de passer déjà de lâcher un peu plus la balle, de laisser Kyrie, de laisser Kevin Durant assumer un peu plus de responsabilités. Et surtout, si tu as un jour sans, ça a nettement moins d'impact, en fait. Enfin, ça a de l'impact, mais tu vois ce que je veux dire, c'est moins central. Tu vas être moins au cœur du truc de ah bah mince. Parce qu'au Rockets, si James Harden il mettait pas de tir, c'était fini. Complètement. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai porté à son crédit, mais j'ai été étonné de voir à quel point, rapidement en arrivant à Brooklyn la saison dernière, il était prêt à lâcher la balle vite devant et à pas systématiquement monter la balle en marchant comme il le faisait dans les grandes années d'isolation de Houston, là, qui était assez insupportable à regarder, je trouve. Hein. C'est clair. Mais donc, effectivement, il a malgré tout cette intelligence de s'adapter et de s'être plutôt bien adapté à Brooklyn. En gros, connaissant donc toutes ces incertitudes, peut-être effectivement des changements de roster, mais à la marge, vraiment, parce que je vois pas je vois pas les moyens qu'aurait Brooklyn de vraiment faire bouger leur roster d'ici la fin jusqu'à la trade deadline. Quelle, euh, quelle fin de saison vous envisagez, vous, du côté de Brooklyn, en pariant sur le fait que Kevin Durant revienne bien dans le timing qui a été annoncé et à 100% de ses capacités, parce qu'il n'y a pas de raison, a priori, que ça ne soit pas le cas. Ah, j'ai l'impression quand même que là, le haut du classement à l'Est, enfin là, si on parle bien de la saison régulière, hein, si on parle des playoffs, Oui, ça reste évidemment une équipe où il y a Kevin Durant sur une rotation serrée avec Harden et Irving en deuxième. Bon, voilà, ils peuvent battre n'importe qui quasiment. Sur la saison régulière, le haut de tableau de l'Est me paraît pas. Il n'y a pas d'équipe invincible de Suns, Warriors qui se détachent, etc. Même Chicago qui est en tête a eu ses périodes de moins bien. S'ils arrivent effectivement à trouver quelque chose qui tient bien au niveau de la formule avec Harden et Irving, ouais, ils peuvent faire top 3 sans problème. Après, voilà, il y a d'autres équipes, quoi. Moi, je pense qu'ils vont finir, allez, je vais dire top 4 plus que top 3. Euh, mais il y a un truc intéressant pour eux, c'est qu'ils ont un bon bilan contre la conférence Est, en fait. Hmm. Ils sont à 20 victoires en 29 matchs contre les équipes de la conférence Est, alors qu'à l'inverse, ils doivent avoir une victoire de plus que de défaite contre la conférence Ouest. Je pense que ça reste une équipe très solide. Et du coup, moi, je vais tenter le pronostic un poil plus loin. Je pense qu'ils iront quand même au moins en finale de conférence. alors, question bonus, attention, question piège. Si jamais Brooklyn n'est pas champion NBA cette année ou que Brooklyn n'atteint pas les finales NBA, est-ce que vous pensez qu'on retrouvera l'an prochain encore le même Big Three du côté des Nets? Bah là, il y a les rumeurs, voilà, il y a les rumeurs Harden Philadelphie avec Daryl Morey à Philadelphie qui voudrait voilà, retravailler avec lui. En fait, je n'arrive pas à savoir. Harden n'étant pas un énorme communicant, il n'est pas tellement sur les réseaux, il est moins à livre ouvert que certains de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers. C'est difficile de savoir s'il est satisfait de la situation, en fait. Donc, j'arrive pas à savoir si le rôle lui convient, si c'est avec ces joueurs-là qu'il avait envie de jouer. Au final, il a été tradé, il ne l'a pas choisi, Brooklyn. Je ne sais pas si c'était ce qu'il préférait. Là, c'est cool parce qu'il Enfin, il avait demandé, il y avait quand même oui, la rumeur comme quoi il voulait Brooklyn et rien d'autre. ouais. Bon, admettons que c'est ce qu'il voulait vraiment. Et je ne sais pas s'il voulait, enfin, il s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait ce truc-là avec Kyrie. Je ne sais pas si ça lui convient. Donc, j'ai envie de dire que ouais, peut-être qu'il partira. Et puis il y a Kyrie qui est en fin de contrat aussi. Ça, c'est, je ne sais pas qui voudra leur lancer dans les circonstances actuelles, mais Moi, je dirais qu'il y a quand même, allez, je pense quand même que ouais, on retrouverait les trois, même s'ils ne sont pas champions. Ça dépend vraiment de comment ça se passe. S'ils sortent au premier tour, là, repose-moi la question, peut-être que je changerai, mais si moi, je les vois bien aller au moins en finale de conférence. Et voilà, si tu perds en finale de conférence en 6 manches, qu'en plus tu as eu des blessés, qu'il y a un joueur que voilà, Kyrie ne pouvait pas jouer les matchs à domicile, ils pourront toujours se dire bon, bah, au final, on n'était pas loin du titre. Moi, je pense qu'ils vont retenter le coup. Ouais.
Parce que c'est pas sûr que Kyrie puisse jouer les matchs à domicile l'année prochaine non plus. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'ils vont miser sur le fait qu'à un moment, les règles vont changer, peut-être à New York. Je pense qu'en fait, ce trio, pour l'instant, ils doivent se dire, enfin, j'imagine, je ne suis pas dans leur tête, mais j'imagine qu'effectivement, ils pensent que eux trois ensemble, personne ne peut les arrêter. Et c'est crédible de penser ça. Et du coup, je pense que même s'ils perdent encore cette année, il y aura une excuse, un peu comme l'année dernière. Enfin, pas une excuse dans le sens, on n'a pas gagné parce que, mais voilà, toujours se dire, bah voilà, il y avait des blessés, il y avait Kyrie qui ne jouait pas à domicile. Donc, je pense qu'ils vont retenter, ouais. Eh ben, affaire à suivre. En tout cas, bon courage à Sean Marks et à Steve Nash pour gérer le reste de la saison et le prochain intersaison. Ça va pas être cadeau. Et on va passer sur une autre équipe qui était peut-être un petit peu. Alors voilà, moi j'aime beaucoup l'ADN de cette équipe, mais qu'on pourrait peut-être qualifier presque de géant endormi parce qu'un début de saison compliqué, des blessures, etc. Mais c'est le Miami Heat là qui est en pleine bourre, qui est donc actuellement deuxième à l'Est, qui a gagné 11 de ses 14 derniers matchs et qui pourrait, si jamais la chance basculer un petit peu du côté de la Floride, finir très fort la saison régulière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'état de forme de Miami en ce moment et de la deuxième partie de saison qui s'annonce du côté de la Floride? Ouais, je pense juste qu'il va falloir donner le titre de coach de l'année à Spoelstra à un moment parce que c'est. Mais oui. C'est complètement. Parce que bon, là maintenant, tu as Adebayo et Butler qui reviennent. Butler n'a jamais manqué énormément de matchs. C'est plutôt, il s'est fait quelques blessures par-ci par-là qu'on fait qu'il n'a jamais pu être complètement là. Mais quand tu vois le nom des joueurs qui sont alignés, ça change tout le temps. Ils ont eu les mêmes problèmes que tout le monde avec le Covid. Et ils sortent des types, les Max. Ils inventent des joueurs même. On dirait les joueurs. Les joueurs créés de Touquet. Voilà, les joueurs créés de Touquet, sauf que les joueurs créés de Touquet, tu as Max Truss qui claque des matchs à 30 points et 7 sur 8 à 3 points. Les Yurt Seven non draftés, ils claquent des doubles-doubles tous les soirs. Enfin, des joueurs qui étaient complètement anecdotiques dans d'autres équipes comme Caleb Martin à Charlotte. Ou Kyle Guy. Kyle Guy, voilà, mais c'est des. Mais il arrive à en faire. C'est toujours le même truc avec Riley Spoelstra. Ils arrivent à faire adhérer des joueurs. Je ne sais pas s'il y a un truc, une formule lors des entretiens quand ils sont signés. Ils se disent, eux, ils sont Miami compatibles. On va les mettre, ça va marcher quoi qu'il arrive. Et ça marche. Gabe Vincent, c'est incroyable. Il est très fort aussi. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est le seul truc que je pense qu'à ça en voyant ce que fait Miami. Là, c'est Spoelstra. Waouh, quoi. Je trouve que c'est eux, contrairement à Brooklyn. Quand ils sont au complet, on sait tout à fait ce que c'est comme équipe. Ouais, on sait que c'est une équipe qui va défendre très, très, très dur avec beaucoup de talent, du shoot. Il y a une vraie belle formule. Et ce qui est marrant pour faire le parallèle avec Brooklyn, c'est qu'en fait, eux, ils ont toute l'équipe, mais il leur manque peut-être le Kevin Durant qui, justement, va être ta base sur laquelle tu dis, de toute façon, en fait, on a Kevin Durant, donc peu importe, on va finir par trouver des mecs autour qui vont le faire gagner, tu vois. Là, eux, c'est l'inverse parce qu'ils ont tout le monde, mais il y a toujours ce truc de se dire on a intérêt à ce que Jimmy Butler il fasse les playoffs de sa vie, quoi. Tu vois, ou même si effectivement quand tu associes Bam, Butler et Laurie, tu peux dire si les trois ils sont juste à leur meilleur niveau, ça peut suffire. Mais ça, c'est un middle tree, quoi. C'est un big three de très bonne facture, mais à qui il manque peut-être le petit peps de plus pour te dire c'est injouable. Ouais, t'imagines, là, si c'est Durant à la place de Butler dans l'équipe, même si j'adore Jimmy Butler, hein, mais tu te dis, mais. À la place de n'importe lequel des en trois. fait, voilà, c'est ça. Et ouais, non, et très belle équipe, hein. Franchement, je suis d'accord avec Shai, chapeau à Spoelstra, chapeau à Riley. Ce qu'ils font chaque année, c'est incroyable pour maintenir l'équipe au top. C'est marrant parce que c'est l'équipe qui a sans doute la meilleure condition physique, alors qu'ils sont théoriquement dans un endroit où tu pourras avoir une hygiène de vie absolument dégueulasse. Genre, les joueurs de New York, en fait, t'imagines les Knicks, s'ils avaient la rigueur du hit, t'as l'impression que c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Et les gars, à South Beach, ça pourrait être du grand n'importe quoi, mais non, t'as une équipe qui est. Chaque mec qui vient là, John Wall, il doit viser le hit s'il veut relancer sa carrière. C'est parce qu'il y a Udonis Haslem qui va les traquer dans les clubs de Miami pour être sûr qu'il ne fasse pas de conneries. Il vient avec une pelle, tu sais. C'est le Giroud de Miami. Mais non, personne ne voudra les jouer en playoff. Non, mais je partage totalement ce que vous dites, en fait, parce que Miami, effectivement, on sait ce que ça donne.
c'est une équipe qui déjoue pas en fait. C'est-à-dire que si pour battre cette équipe, il faut la battre, mais c'est pas une équipe qui va se tirer une balle dans le pied. Quand on voit effectivement les performances des joueurs que vous avez mentionnés et des autres, on voit qu'il y a un roster qui, sans grand nom, est quand même profond au bout du compte, avec des joueurs, des role-players qui savent exactement ce qu'ils doivent apporter et qui apportent, et qui sont pour certains interchangeables. Donc on sait que voilà, ils pourront vraiment potentiellement aller loin avec une défense de fer et quand même un joueur en Jimmy Butler qui a prouvé qu'il pouvait hausser systématiquement son niveau de jeu dans les moments importants, les playoffs, avec un rythme de jeu qui convient encore plus à ses qualités. Donc la grande question pour moi, du côté de Miami, ça reste effectivement la santé, parce qu'on a vu Bam Adebayo qui n'a pas pu sauter le cap peut-être qu'on espérait pour lui cette année en raison de sa blessure. Kyle Lowry qui est présent, même s'il a raté les derniers matchs pour des raisons personnelles, mais qui est plutôt jeune et qui a un jeu tellement à haut risque, quelque part défensivement notamment, qu'on se fait toujours un petit peu de soucis. Mais au bout du compte, cette équipe-là, j'ai le sentiment que si la chance tourne un petit peu et dans les bonnes conditions, elle pourrait vraiment aller loin, même en playoff. Là, si tu as tout le monde, si tu as les Adebayo, Kyle Lowry, bon, d'ailleurs, les Sixers, s'ils regardent la saison et de Lowry, doivent ils doivent se demander pourquoi ils n'ont pas. Alors que le mec est de Philadelphie et ils auraient dû trouver le moyen c'est un des joueurs qui leur manque, je pense. Tu as les shooters, les Robinson, les Duncan Robinson, du Tyler Hero qui est vraiment chaud en sortie de banc et plus leur role-player autour. S'ils sont tous à 100%, ouais, attention. Alors, c'est intéressant que tu mentionnes Duncan Robinson parce que c'est justement quand même une des déceptions cette année. Après son très gros contrat signé l'été dernier, il a 90 millions de dollars sur 5 ans. C'est qu'il a un rendement qui est quand même vraiment en deçà de ce qu'on pouvait espérer et de ce qu'il faisait par le passé, notamment son adresse extérieure, son adresse à 3 points qui a vraiment beaucoup chuté. C'est le petit bémol au bout du compte de la saison du 8 jusqu'à présent. Ouais, mais si je peux mettre une nuance sur le bémol, c'est que ce Duncan Robinson, alors c'est un peu comme Danny Green, bon, sans la défense, hein, je ne parle pas du profil, je parle pas de la comparaison entre les deux joueurs. En fait, c'est dans le sens où que lui soit fort en saison régulière, tu n'en as rien à faire en fait. C'est vrai. Tu vois, c'est les joueurs comme Danny Green qui s'y tournent à 12 points ou à 3 points en saison régulière, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est qu'il soit là en playoff. Et si Duncan Robinson, il tourne à 45% ou même 40% à 3 points en playoff, en fait, peu importe tout ce qui se sera passé pendant des mois, c'est pas important. C'est pas un joueur qu'ils ont besoin d'intégrer dans le système, tu vois, où il y a besoin vraiment, pendant la saison régulière, il se passe un truc. Il pourrait la sauter, la saison régulière. Tu vois, c'est comme Joe Harris à Brooklyn. Et même, non, moins, c'est encore plus que Joe Harris, pas tout à fait. Mais c'est vraiment le gars, ouais, il pourrait se pointer au premier match des playoffs et bon, bah, c'est bon, ok, bah, tu viens, tu vas te mettre là et tu prends tes shoots. Et puis, soit il les met, soit il les met pas. Ils ont trouvé des joueurs qui peuvent tenir ce rôle-là. Là. Le Max Truss, il joue 30 minutes par match là, en sortie de banc. Il est à 3 points. Il a la fiabilité qu'on attend d'un Robinson, justement. Ouais, complètement. Et c'est vrai que je voyais forcément qu'il y avait des rumeurs de trade pour Duncan Robinson du côté du 8, etc. Moi, je serais quand même très, très étonné, connaissant voilà, comment fonctionne la franchise, que le 8 se mette à paniquer tout de suite et cherche absolument à bouger Duncan Robinson, sachant qu'on sait ce que c'est que l'adresse et que voilà, l'adresse des shooters, parfois ça va, ça vient. Là, c'est une saison qui est décevante en fonction par rapport à ses standards, on est d'accord, mais je ne vois pas pourquoi, vu son âge et à quel point il est bien intégré dans cette équipe, il ne pourrait pas rebondir. Par contre, c'est vrai que la question se pose de savoir quelle serait la marge de manœuvre pour Miami s'il y avait un move à faire, ajouter une pièce pour justement pour essayer de finir la saison plus sereinement. Est-ce que vous avez un truc en tête? J'ai l'impression que tu as une idée. Oui, clairement, mais je pense que il y a Goran Dragic. Il s'entraîne à Miami. Les Raptors, en fait, c'est vraiment les Raptors, il faudrait qu'ils se posent la question si vraiment ils doivent se retrouver. Si les Raptors sont en lice pour jouer les playoffs, ils devraient peut-être juste garder Dragic juste pour ne pas l'avoir chez un adversaire, en fait. Parce que là, concrètement, ils le coupent, je pense qu'un jour après, enfin 3 jours après, le temps que ça passe le truc des enchères, ils signent à Miami. Et puis là, d'un coup, tu te retrouves avec un autre meneur qui, tu vas voir, sera en forme et sera bon, après, et qui sera frais, en forme et bon, un peu rouillé au début, mais ça va dire. Et là, voilà, tu as une option de plus avec un super joueur de basket.
Bah, c'est marrant parce qu'on l'avait annoncé même dès le trade pour Toronto. Là, on s'était dit, bon, bah, au moment où il se fera couper, il va re-signer dans la foulée. C'est sûr que ça a été si. Ils ont tapé dans la main au moment où il partait de Miami pour se dire, attention, gardez-moi une place au chaud, je reviens, gardez-moi aussi une place après dans le staff quand j'aurai pris ma retraite. Mais c'est vrai que les deux pistes dont on parle souvent pour Dragic, au cas où il serait coupé, ça serait soit Miami, soit Dallas, Soit où il Dallas. pourrait rejoindre, refaire le backcourt qui avait été champion d'Europe avec Luka Doncic. Mais oui, intéressant. Toi, tu avais d'autres choses en tête, peut-être, Shai, du côté de Miami, sur des, euh, des choses sur lesquelles il pourrait essayer de s'améliorer ou de se renforcer d'ici à la deadline? Je ne sais pas comment ils pourraient se renforcer. Moi, en fait, j'ai juste envie de les voir. Je me dis, là, ils sont deuxièmes avec voilà, des blessés en pagaille, les mecs qui sont jamais là en même temps. Ils récupèrent seulement Adebayo, qui est quand même voilà, c'est un All-Star maintenant. C'est un joueur qui est à la fois un super défenseur et un mec qui est capable de créer, de faire des passes. Moi, je veux juste les voir ensemble, en fait. Je veux voir Laurie, Adebayo, Butler, les autres à côté dans une forme décente. Je veux même revoir Udonis Haslem jouer 5 minutes s'il faut. Voilà, c'est très. mais ouais, en recrue, je ne sais pas. Je pense ils peuvent être très très compétitifs déjà sous leur meilleure forme, mais il faut juste qu'ils puissent aligner les joueurs, quoi. D'autant qu'il faut souligner aussi que l'autre bonne nouvelle du côté de Miami, c'est quand même les performances de Tyler Hero, là, qui a clairement passé un cap, ou du moins qui est, qui est au niveau qu'espérait le club. On se rappelle notamment que dans certaines rumeurs, Miami aurait refusé de mettre en place un trade avec Houston à l'époque avait préféré faire l'impasse sur James Harden pour ne pas avoir à lâcher Tyler Hero. Ses stats cette saison, je vais les lire. Donc, il est deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 20 points de moyenne en fonction des rosters, plutôt en sortant du banc et parfois aligné dans le 5 quand c'est nécessaire. Ces stats-là, vous pensez que c'est indicatif de son impact potentiel en playoff, ou est-ce que quelque part, peut-être vous avez la crainte ou l'idée que ça pourrait être des stats de saison régulière, mais à confirmer encore pour voir quel impact pourrait être le sien en playoff? Je dirais à confirmer, dans le sens où en playoff, le jeu est différent et il aura sans doute moins de liberté. Après, il sort du banc, donc il est quand même face à des oppositions a priori plus faibles, mais les rotations seront plus courtes en playoff avec plus de minutes pour les stars. Je dirais quand même encore à confirmer. Au final, on l'a déjà vu en playoff. Oui. Il a quand même activement participé au run en finale. Donc, il y a des raisons de penser qu'il sera très bon. Après, là, sa moyenne de points s'explique aussi par le fait que souvent, ça a été lui la première option offensive de cette équipe, comme il y avait des absents. Donc, au final, je ne m'attends pas à ce qu'il marque 20 points. Par contre, s'il garde effectivement ce côté tranchant, cette confiance, et connaissant le gars, a priori, ce n'est pas quelqu'un qui manque de confiance. S'il arrive à garder surtout voilà, des pourcentages de l'efficacité, ça va être ça qu'on va lui demander. S'il est efficace, pour Miami, c'est un gros coup de boost. Voilà, moi, je veux le voir en sixième homme. Enfin, voilà, comme tu disais, tranchant, sortie de banc. En playoff, voilà, il a montré qu'il pouvait, qu'il avait largement le niveau. Après, voilà, faut pas que tout tourne autour de lui, évidemment. Il ne faut pas qu'il s'attende à ce que ce soit l'option principale en playoff. Oui, Ouais, d'autant qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, Shai, quand tu disais que tu avais hâte de pouvoir les voir jouer ensemble. C'est que même défensivement, j'ai le sentiment qu'ils peuvent encore potentiellement passer un cap en alignant vraiment comment dire, leur Doberman, entre guillemets, leur champ de garde, que ce soit avec les PJ Tucker, Bam Adebayo en défenseur à tout faire, Jimmy Butler, etc. Donc, cette équipe, elle va vraiment pas être sympa à jouer sur la fin de saison, et en playoff, ça sera bon courage pour les sortir. par contre, les gars, j'aimerais me corriger sur un truc que j'ai dit sur Dragic et j'y pense que maintenant, je suis désolé. Il ne peut pas re-signer au hit comme ça, en fait. J'avais un doute, mais là, j'en suis sûr. En fait, pour qu'il re-signe au hit après avoir été coupé, il faut d'abord qu'il joue dans une autre équipe. Il a été transféré de Miami à Toronto. Voilà, j'y pense, je suis désolé, mais je Qu'il soit préfère me transféré ou corriger qu'il joue. maintenant. Comme il a été transféré, il faut qu'il intègre, alors je ne sais plus quelle est la règle exacte, mais il faut qu'il intègre à un moment une autre franchise que Toronto avant de revenir directement dans son ancienne franchise. Je me souviens qu'Iguodala avait la même histoire quand il avait été envoyé à Memphis. Donc, il faudrait peut-être que Toronto l'envoie ailleurs et qu'ensuite il soit coupé, quoi. S'il est inclus dans un trade par Toronto vers une autre équipe et que cette équipe le coupe, là, je pense qu'il peut aller signer à Miami.
Voilà. Bon, bah, donc, il faudrait se trouver un autre renfort. Je suis désolé, mais j'y ai pensé. Mais bref, de toute façon, c'est une équipe qui a de la marge. Hein. Oui, c'est vrai, c'est clair. Donc, on suivra ça de toute façon. Là, après le All-Star, les rumeurs vont s'intensifier de toute façon en termes de trade avant la deadline. Toutes les équipes qui soit veulent remonter au classement, soit qui veulent confirmer leur place. Moi, ce qui continue à me plaire malgré tout dans cette saison régulière, c'est que j'ai quand même peu de souvenirs de saison régulière aussi incertaines, que ce soit notamment dans les tops équipes, avec autant de questions quand on voit les problèmes que rencontrent récemment les Warriors, alors qu'on les voyait partis pour archi-dominer toute la saison, des questionnements qu'il y a autour de Brooklyn, de Miami, de Chicago, d'Utah même, ou d'autres équipes. Je trouve ça vraiment intéressant et jusqu'au bout, ça va être incertain, j'ai l'impression. Au final, il y a que Phoenix qui a une régularité Exemplaire. quasiment sans nuage, jamais vraiment de série de défaites. Ils savent, on le répète tout le temps, mais ils savent qui ils sont, ils savent sur quel joueur s'appuyer. Au final, c'est peut-être la seule équipe qui a zéro nuage autour. Mais d'ailleurs, c'est marrant pour Golden State, on avait anticipé un peu le petit coup de mou après le retour de Claire. On avait dit, et je crois qu'ils sont à 2-4 avec lui, ou 2-5, mais avec Il Klay y a des, Thompson. il y a des matchs qui ne doivent pas perdre. Enfin, celui de la nuit dernière contre Indiana, ils l'ont lâché. Enfin, ouais, ils doivent le gagner 10 fois. Voilà. Je ne sais pas comment ils se relâchent défensivement, ils ne font pas attention. Et puis, c'est une équipe des Pacers où il n'y avait pas les trois meilleurs joueurs de l'équipe. Enfin, Chris Duarte qui portait l'équipe avec Skies. Ouais, voilà. Le joueur préféré d'Antoine Pimel, quand même. Tu l'avais sorti dès le début de l'année quand on avait parlé sur les rookies. Il a du flow, hein, il est bon. Hein. Ouais. Mais il a 32 ans, mais non, ça va. C'est intéressant ce que tu dis sur. C'est vrai qu'il y a vraiment une ouverture. Et pour rejoindre les deux équipes dont on a parlé, ça joue en leur faveur. C'est-à-dire que Brooklyn peut se permettre de ne pas savoir quelle est vraiment son identité à la moitié de la saison et quand même se dire, bon, au final, on peut très bien jouer le titre. Miami peut très bien se dire, on peut jouer le titre sans avoir ce top 5 player. L'Est est ouverte, la NBA globalement est ouverte. Et quelque part, si on peut même rajouter une autre équipe de l'Est, je pense que ça devrait pousser les Sixers, si j'étais à la place des Sixers, de vraiment tenter de faire un move pour récupérer. Tu récupères 2 bons joueurs de rotation, 2 joueurs vraiment solides. Et tu peux facilement enfin pas facilement, mais tu peux te retrouver vite parmi les vrais favoris au titre en fait. Et tu l'as dit dans l'édito que tu as fait l'autre jour sur les Sixers avec Ben Simmons, mais on a l'impression que c'est inextricable et que là, un trade pourrait, entre guillemets, tout régler ou les rendre encore plus ambitieux et dangereux, parce que tu vois le niveau de Joel Embiid, là, c'est incroyable. Ouais. Et au lieu de ça, voilà, ça joue au con des deux côtés et c'est compliqué. Ouais, non, il y a une vraie. Ça va être, comme tu as dit, ça va être une belle saison. Et ça va être intéressant de voir les playoffs. Là. Quelle équipe, un peu justement, quelle équipe passe le cap de OK, maintenant on est vraiment solide. Et Miami et Brooklyn, je pense les deux ont vraiment les moyens pour être cette équipe-là à l'Est. Oui, d'autant que c'est des équipes qui auront peur de jouer personne, que ce soit à domicile, à l'extérieur, peu importe. C'est pas de ce côté-là que ça se jouera. Ils ne vont pas arriver sur la pointe des pieds. Je pense que les Bulls, justement, vont avoir des moments un peu comme ça où ils vont se dire, ah mince, est-ce qu'on est vraiment favori? Est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec les Bucks? Est-ce qu'on est vraiment déjà à ce stade? Même si ce n'est pas forcément une question que les joueurs se posent vraiment dans leur tête, mais c'est un truc un peu abstrait qui existera autour de ce groupe. Alors t'imagines un match 7 à Chicago, Miami contre les Bulls, avec Jimmy Butler qui rejoue l'équipe, qui s'est dit non, ce mec-là, c'est pas un leader, on ne peut pas construire autour de lui et qui l'a envoyé à Minnesota. Il va défendre à la fois sur Zach Lavine et sur DeMar DeRozan. Tu sais, il y aura un espèce de truc, il va dire écoutez les gars, on fait une homme à homme, mais moi je prends les deux. Moi, je pense qu'il va jouer avec sa Rolex comme il avait fait à l'entraînement avec les Wolves. Et un bandana, tu sais. Et une cigarette. Thug life. En tout cas, tout ça donne en tout cas des belles perspectives, c'est vrai. Miami, Brooklyn, 2 équipes à suivre.
on va regarder ça de près. Et puis, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, toute l'info, c'est sur Basket Session. Vous retrouverez les plumes envolées et pleines de saveurs de Chat et d'Antoine et de tout le reste de la rédaction. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. 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 Ciao.